critique. C'est ça. Ce que nous avons fait. Qui est que nous n'avons pas su expliquer. Nous n'avons pas suffisamment communiqué. Nous étions entrés dans un siècle de la communication, il ne suffisait pas de faire, mais il fallait dire ce qu'on faisait. Mais ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous nous sommes rendus compte qu'il est bien plus facile de faire peur à un peuple que de le mettre en confiance. La peur de l'inconnu, la peur de ce qui va venir après, c'est plus facile de créer des réflexes de conservation que de faire passer l'idée « osons lutter, osons vaincre ». Alors, les masses humaines sont un petit peu particulières. Il arrive que des gens qui acceptent un petit peu tout et n'importe quoi arrivent à un moment où ils ne peuvent plus accepter. C'est ce qui s'est passé, par exemple, le 5 février 2009, où à un moment donné, ce que les consommateurs acceptaient, eh ben, la goutte d'eau a fait déborder le vase, ils ne pouvaient plus. Et ces personnes, pendant 38 jours, ont battu le pavé en renonçant à tout salaire, à tout gain. Et ça a coûté cher à la Martinique, hein, parce que on regarde maintenant toutes les statistiques économiques, il y a un effondrement en 2009. Mais j'étais dans la rue avec eux pendant les 38 jours. Pendant que Marie-Jean était à la préfecture, j'étais dans la rue avec eux. Et je voyais l'enthousiasme, je me dis, mais c'est incroyable. J'avais vécu mes 68. Mais ce n'était pas une revendication nationale. Non, 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 j'ai pas dit. C'était pas une revendication patriotique. Non, je me demande ce que vous faisiez là. Non. Et bon désir, vous et tout. Qu'est-ce que vous assinez une sorte de dynamique, de foule et de mouvement. C'était ni patriotique, mais les gens qui étaient là prenaient confiance qu'ensemble, on peut faire un certain nombre de choses. C'est pas aller bien loin. C'est pas aller bien loin. C'est pas aller bien loin, c'est vrai. Et la prochaine fois, ça va être quoi alors? Puisque ça a échoué. Ça a échoué lamentablement. Mais l'histoire avance pas de manière linéaire. Elle avance par bond. Elle avance par bond. Et il faut, à chaque bond, être là pour analyser et voir comment on peut accompagner le bond et le faire aller le plus loin possible. Donc vous avez quand même, donc, vous avez quand même cru que c'était un petit peu la veille du grand soir. Vous êtes fait un petit peu avoir. Non, je ne crois pas au grand soir. Je suis un maoïste. Toujours. Ah oui, toujours. Il y en a plus, en tout cas, mais il y en a plus en Chine. Mais il y a des honteux. Mais j'utilise tout ça dans mon analyse. Toutes les analyses que je fais, il faut s'informer sur un problème. Aller pas à pas. La lutte est dure, elle est opiniâtre, mais chaque fois on fait un progrès. Alors c'est vrai, le poète national martiniquais, par le pape et le petit pas, il était maoïste sans se rendre compte. En fait, c'est du matérialisme. C'est l'accumulation des choses qui fait qu'à un moment donné, il y a un bon qualitatif. Oui, après ça, c'est l'eau qui brusquement se transforme en vapeur. Écoutez, en 1969, nous étions obligés de nous cacher. La lutte était clandestine. Actuellement, nous sommes au grand jour. Nous pouvons venir dans une télévision et à la face du monde dire « nous sommes indépendantistes ». Que nous allons y arriver, nous pas pitié par ces personnes. On va arriver à être responsables de nous-mêmes. Et parler d'égal à égal avec le président de la France. Mais le dire et avoir l'adhésion des gens et le faire, c'est en l'informant, en éduquant, en mobilisant et en organisant qu'on arrive. Le mime a pris de l'ampleur à force de répéter. Eh bien, nous faisons des adhésions nouvelles. Même après notre échec, j'ai été surpris de voir que de nouveaux militants sont venus nous rejoindre. Moi, je suis émerveillé. Étant secrétaire national de l'organisation, alors j'ai vu maintenant d'ailleurs que la lutte politique se mène sur Facebook, sur Internet. Facebook, vous ne pouvez pas savoir Twitter, Facebook. Le nombre de personnes qui demandent à devenir des amis et ensuite qui veulent venir dans les réunions. J'ai déjà recruté des membres du MIM qui viennent maintenant dans nos réunions par Facebook. Et comment vous expliquez ça? C'est qu'ils réfléchissent. Ils se rendent compte effectivement qu'on est dans un système intolérable. Comment se fait-il que notre chef soit Sarkozy? Alors, comment se fait-il que Martiniquais peut dire que mon chef c'est Sarkozy? C'est pas possible ça. Est-ce que Daniel, est-ce que par là même ça ne vous laisse pas a posteriori réaliser que pour la campagne référendaire on aurait pu mieux faire sur le plan de la communication, sur le plan de l'utilisation. Mais d'ailleurs, c'est la première autocritique qu'Alfred Marie-Jean a fait. Il a fait une déclaration publique. Il peut dire, nous avons fauté, nous n'avons pas su communiquer assez. C'est pourquoi d'ailleurs, désormais, nous avons un secrétaire national à la communication. C'est pourquoi que tous les moyens nouveaux, les nouvelles technologies, comme on dit à l'époque, les technologies de l'information et de la communication, nous avons pris compte, nous nous sommes formés pour pouvoir l'utiliser et l'utilisons beaucoup. Notre radio
parce que nous avons Radio Lévé de Boute-Martinique, beaucoup de jeunes sont venus nous rejoindre, et dans l'enthousiasme, ils animent des émissions. Et aujourd'hui d'ailleurs que nous enregistrons cette émission, il y a les jeunes roseaux, tous les mercredis après-midi, je n'ai aucun secret pour les auditeurs, ce mercredi après-midi nous enregistrons, et les jeunes roseaux, qui sont les jeunes militants du MIM, sont actuellement sur la radio. Ils font la radio. Oui. Et ils ont carte blanche. Daniel, est-ce que finalement ce mandat renouvelé, ces 12 ans dans la région, ne vous a pas un petit peu coupé des réalités politiques pures, pas de la gestion du pays, pas du bien-faire, mais coupé des masses populaires, comme nous disions lorsque nous étions des jeunes militants? C'est l'une des difficultés, des contradictions que nous avons montrées, c'est vrai. Nous étions englués dans la gestion quotidienne de la région, qui fait que nous n'étions pas suffisamment présents sur le terrain. Autant que nous l'étions lorsque nous n'étions pas élus. Mais évidemment, une journée à 24 heures. Quoique nous maintenions la réunion de fin de mois, réunion Parole au peuple, qui nous permettait, par le biais des militants, d'avoir un contact direct. Mais c'était pas suffisant. Non, ce n'était pas suffisant. Eh bien, c'est pour cela qu'un mot d'ordre, une directive a été donné dans tous les différents comités populaires qu'il faut aller au charbon aux élections municipales. Les élections municipales, qui sont des élections de proximité, vous obligent d'aller dans chaque quartier pour connaître chaque problème que les gens ont. Les besoins concrets des gens. Alors, le porte-à-porte, par exemple, au Lamentin, il n'y a pas un quartier du Lamentin où je ne suis pas allé discuter avec les gens, je ne connais pas les problèmes, et je continue à le faire. C'est la leçon que nous avons tirée. Et comme il faut des élections pour mobiliser les militants, malheureusement, c'est comme ça en Martinique, puisque nous avons la culture des élections. Dans beaucoup de pays, c'est comme ça dans beaucoup de pays. Les pays où il y a des élections. Simplement qu'ici, oui, des pays. Et alors maintenant, les comités patriotes, pour qu'ils continuent à vivre, c'est comme un poisson qu'il faut qu'il soit dans l'eau, il faut être au sein des masses, dans les quartiers, faire du porte-à-porte, aller distribuer des tracts, discuter avec les gens, faire des réunions, mais c'est ce que tous nos comités patriotes font dans les communes. Ils font maintenant quand nous sommes présents dans pas mal de conseils municipaux. Nous ne sommes pas majoritaires, sauf à Rivière-Pilote, mais nous sommes présents à Rivière-Salée, au François, à Trinité, au Robert, nous étions sur une liste d'union au Robert, nous sommes présents au Lamentin, nous sommes présents au Saint-Esprit, etc., au Vauclin. Oui, Daniel, vous êtes un pédagogue, je vous fais une proposition en 2 minutes. Parler de la séance plénière du Conseil régional du 23 décembre, où vous avez solennellement tous ensemble procédé à l'analyse, alors il faut sans rire, à l'analyse financière, rétrospective et prospective, savoir un audit de la gestion budgétaire et comptable, où pendant, je ne sais pas combien de temps, combien d'heures, vous êtes resté sur un compte administratif de 2009, qui relève de la gestion de l'affaire de Marie-Jeanne. Le compte lui-même pas présenté par l'affaire de Marie-Jeanne, puisqu'il était présenté en juin 2010, pour qu'on puisse y trouver un tas de malfaçons. Enfin, en résumé, Marie-Jeanne aurait camouflé les dépenses et n'aurait pas inscrit des provisions pour risque. Et en définitive, on lui dit qu'il n'a pas mis des sommes qui devaient profiter au CNASEA dans ce budget, dans ce compte administratif. Il n'a pas mis les primes, il s'agit des primes de la vie chère, qui n'a pas mis 6,5 millions au profit de la KRSM, c'est un organisme qui devait toucher une taxe pour les transports, qui n'a pas mis 2,7 millions au bénéfice de ICM, c'est pour le lycée de Ducos, un entrepreneur qui demande des sous dans le cadre de la réalisation du chantier. Pareil pour Bellefontaine, ça c'est une autre société, la SIMP, et 2,7 millions pour Casouteuse. Alors, une question, est-ce qu'il s'agit d'un reproche fait à Marie-Jeanne d'avoir en quelque part caché des déficits? Alors, c'est ça qu'ils ont tenté de faire, mais ça a fait flop. En tout cas, tous les commentateurs disent que l'objectif que le nouveau président de la région avait, qui était de casser l'image de bon monsieur de Marie-Jeanne, mais cet objectif, il n'a pas atteint. Ça a été un échec, parce que il était surpris, nous avons su, parce que nous avions préparé nos dossiers, démonter pièce par pièce tout son argumentaire, tous ses griefs. Il y en avait, j'ai nombré, je crois qu'il y en avait 7. Je les ai démontés les uns après les autres, et d'autres camarades aussi m'ont accompagné. En réalité, c'était une fumisterie. Alfred Marie-Jeanne a terminé avec une gestion où il y avait une dette égale à 0 €. Il n'a rien laissé pour la génération future à payer. Il a tout payé. Parce que vous savez qu'il y en a qui sont les professeurs de dette.
des prophètes de dette. Oui, alors, lorsqu'on fait un endettement, les emprunts d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Oui, il faut de l'endettement pour faire marcher l'économie. C'est ce qu'ils disent. En tout cas, c'est ce que le PPM a fait avec Darcière, où ils avaient laissé plus d'1,158 milliard de francs de dette en 92, et bien nous avons laissé 0 €. Et puis, Darcière avait laissé 1,2 milliard de francs de déficit en plus de la dette. Marie-Jeanne a laissé un excédent de 38,8 millions. Le chiffre de 38,8 millions, c'est le nouveau président qui l'a calculé. Comme vous avez dit, le compte administratif de 2009, qui était l'image de la gestion de Marie-Jeanne, a été arrêté, établi, présenté par l'actuel président. En juin 2010. En juin, le 22 juin précisément. Il nous le présente, il ne vote pas contre, il demande à son groupe de s'abstenir. Nous votons pour, le compte passe, puisque à 12 voix contre 0, ça passe. Et puis 15 mois après, il est allé chercher des auditeurs qui sont un petit peu... Mais 15 mois après, on va faire ça avec une échange de questions, mais 15 mois après, pourquoi ça prend tout ce temps et pourquoi les résultats arrivent maintenant, à la veille de Noël? Mais non, parce qu'il n'a pas fait l'audit tout de suite. Il a d'abord voulu réorganiser. Mais il a fait d'autres audits. Non, il a fait un audit organisationnel. Voilà. Il part d'un présupposé qu'il n'y a pas assez de cadres dans la région. Que ceux qui sont là ne sont pas suffisamment compétents. Il a besoin de s'entourer de beaucoup de... On va y venir tout à l'heure. De beaucoup de personnes. Donc il fallait qu'il justifie. Ouais. Donc il fait un audit et il dit que l'audit montre que la région est sous-encadrée. Il n'y a pas assez de cadres. Il lui coûte 42 cadres. Une question. Il n'y a pas de principe pour les audits dans l'éthique. C'est comme pour les appels d'offres. On ne choisit pas n'importe quelle entreprise. Normalement, lorsqu'on fait un audit, en tout cas nous le faisions comme ça, nous faisons des choses transparentes. Nous avons une commission d'appel d'offres, nous lançons un appel d'offres et la commission, formée de 6 élus, vient choisir l'auditeur. Là, il a fait une autre méthode. Je ne dis pas c'est illégal. Il a commencé par dire, bon, ça ne va pas coûter cher, moins de 200 000 €. On a moins de 20 000 €, non, 200 000 €, moins de 900 000 €, on n'a pas besoin de faire tout le falbala de mise en concurrence avec une commission. Il choisit tout seul l'auditeur. Mais qu'est-ce qu'il fait après? Il choisit un cabinet, ce n'est pas un audit au départ. Comme vous avez dit, il veut faire une analyse financière rétrospective et prospective. Il veut savoir si on lit les éléments financiers. Quelle différence entre une analyse et puis un audit? Parce que l'analyse ne fait simplement une analyse statique, quoi. Qui dit, bon, voilà ce qu'on a dépensé, voilà ce qu'il fait. Et puis une planification financière sur la période à venir. Ah bon. Mais un audit, on va plus loin. Un audit, on cherche les imperfections, on cherche les malfaçons. Il recrute un nouveau DG en août. Il a déjà lancé l'audit, il l'a lancé en juin 2011. Il est là depuis mars 2010. En juin 2011, il lance l'analyse financière, rétrospective et prospective. En août, un nouveau directeur arrive et le nouveau directeur lui dit, vraisemblablement, je suppose, il faut un audit. Donc en 4e vitesse, il raccroche sur le premier marché qu'il avait déjà passé. Par voie d'avenant, il cherche un cabinet d'audit. Ah, c'est une analyse qui se transforme en audit. Oui, et qui devient par avenant. Ah, c'est ça. Je ne connais pas le coût de l'audit. Ouais. Et il donne 15 jours à cet auditeur, d'ailleurs, qui va se plaindre de ça. Mais le conseil régional doit pouvoir avoir les chiffres de fonctionnement de la région. On peut le contrer dans Nous lui avons demandé maintenant, est-ce qu'il faut passer par là? Évidemment, on peut avoir demandé, on passe par la voie légale de contrainte pour avoir communication des pièces administratives. Moi, je l'ai interpellé en plénière, il n'a jamais répondu. Alors, il fait ça, et puis, 2 ou 3 semaines après, il confie à un autre professeur d'université une mission pour lui préparer un rapport pour le débat des orientations budgétaires. Parce que s'il veut la loi, il faut des débats avant de voter le budget. Moi, quand j'examine, je regarde l'identité des cabinets, je regarde ce qui les composent, et je vois qu'il y a une coïncidence. Tous ceux qui sont dans la recherche, là, ils traversent tous à l'université de Martinique. Mais c'est pas des ça n'apparaît pas. Mais oui, mais on a voulu le cacher, ça. On dit que c'est un professeur d'université de Rennes, on dit que c'est un tel professeur d'université à Montpellier. Ah oui, c'est le fait qu'on n'ait pas indiqué leur appartenance à la... On cache qu'ils sont à l'université. Je découvre ça moi-même. Oui, alors, Internet, mais non seulement ils sont à l'université, mais ils sont dans le même centre de recherche. Le CEREGMA. Le CEREGMA est présidé par un chercheur, un enseignant-chercheur, Monsieur Célimène, qui est au PPM. Ah bon. Qui est au PPM. Qui a déjà écrit d'ailleurs pour défendre Darcière ou bien pour critiquer Capgras, même critiquer Marie-Jeanne. Il y a des écrits dans la presse. Chacun des cabinets a un enseignant qui travaille là. Le nouveau directeur des finances, il aussi, il enseigne dans ça. L'ancien directeur
de la région Martinique-Tandarcière, ils sont là. Ils sont tous là, cousoliers, tout le monde. Oui, mais ce sont quand même ce sont des scientifiques. Oui, ils sont des scientifiques. Ils sont au service commandé, on les paye. C'est comme, vous avez, comme le cabinet, le centre de recherche, le laboratoire Servier, qui a mis le Mediator. Ouais. On s'est rendu compte que ceux qui autorisaient le Mediator mis sur le marché, c'était des médecins, chercheurs, mais qui étaient payés. Qui étaient payés par les laboratoires. D'ailleurs, il y a une loi qui est en train de se prendre. Ça. Non, mais les conflits d'intérêts. Il y avait là des conflits d'intérêts. C'est le gros problème de notre époque. Une connotation politique. C'est vrai. À la limite, je suis d'accord. Comment pouvez-vous prendre des gens qui se sont déjà prononcés sur la gestion a priori, que c'est eux que vous prenez pour mesurer savoir si le compte est bien établi. Ils n'ont pas quand même été aussi affirmatifs dans leur rapport que ne l'a été. Ils ont fait comme vous, ils ont parlé de conditionnel, présomption de vérité. Ah ben oui, mais c'est l'utilisation derrière. Qui a été faite après. Qui a été faite. Donc au niveau du CEREGMA, ils n'ont pas été, eux, pour ripoux, n'ont pas été trop. Je n'ai pas dit quoi c'est le CEREGMA. Je dis qu'ils travaillent au CEREGMA. Oui. Et c'est vrai, quand vous lisez dans leur texte, ils parlent de présomption, ils prennent au conditionnel. Peut-être que le mot est maladroit. Voilà. Vous voyez une possibilité. Présomption, c'est peut-être tendancieux. Mais ils ne disent pas carrément que M. Marie-Jeanne a camouflé et a occulté des dépenses. Il y a présomption. Mais ils disent peut-être même qu'ils ont eux-mêmes sous-évalué. Mais il y a présomption, mais ils ont sous-évalué. Et puis il y a l'un d'entre eux qui est par ailleurs conseiller régional, qui lui, et qui a été nommé pour la circonstance porte-parole du groupe PPM, dans sa déclaration, je ne sais pas si vous l'avez lu, lui, il affirme. Oui, il affirme, parce qu'il fait de la politique. Il affirme. Donc, il cesse d'être un universitaire scientifique, hein, le rigoureux, il devient un politicien, un petit peu à la limite. Je vous rassure, il était excessif. Et ce qui est excessif, ne compte pas pour les évidemment. Alors, donc, j'ai voulu d'abord, moi, démontrer qu'il était connoté politiquement. Donc, j'ai mis, pour utiliser un langage juridique, une légitime suspicion sur l'objectivité qu'il pouvait avoir. Et puis ensuite, j'ai démontré les griefs. Alors, pour aller vite, ceux qu'ils disent qu'on a dû mettre, ce ne sont pas des dépenses réelles. Alors il y a des risques, il y a un procès là, mais en fait le procès n'est pas contre la région. Attendez. À Ducos, c'est la CEMAF qui nous a fait le lycée. Non, on ne va pas faire l'inventaire. Ça veut dire ça. Non, mais la CEMAF, le président, c'était... Je vais vous donner une... C'était l'actuel président.